Bientôt 16h30 sur BFM TV, bienvenue dans l'après-midi info. À la une, aujourd'hui la canicule qui s'intensifie et la France qui suffoque. 14 départements sont en vigilance rouge selon Météo France. Les autorités appellent à la prudence, les corps souffrent et les cultures agricoles aussi. Comment vivez-vous ces chaleurs exceptionnelles? Nous serons à vos côtés dans cette édition. À la une également, la Russie prépare de nouvelles offensives. C'est l'avertissement de Volodymyr Zelensky à 3 jours du sommet entre Donald Trump et Poutine en Alaska. Les troupes russes qui ont opéré une importante percée dans la zone de Donetsk, région de l'Est de l'Ukraine que Moscou veut annexer. Le président ukrainien le martèle, il refuse tout compromis territorial. Dans l'actualité également, le gouvernement veut doubler le montant des franchises médicales. L'exécutif vise 2 milliards d'euros d'économies. Les prix des médicaments et des consultations vont augmenter. François Bayrou veut, je cite, responsabiliser les patients. Colère et indignation des syndicats et des associations. Une chaleur écrasante et des nuits étouffantes. La canicule s'étend. Les 3/4 du pays sont en alerte. 14 départements sont en alerte rouge. Et parmi eux, le Lot-et-Garonne où on vous retrouve Pierre-Olivier Dantan avec cette alerte maximale, donc avec plus de 40 degrés attendus dans le département. Une vigilance évidemment particulière aussi pour les agriculteurs et leur culture. Oui, parce qu'ici, il fait 38 degrés à l'ombre à Bogas dans le Lot-et-Garonne et plus de 40 degrés au soleil. Donc forcément, ces fortes chaleurs, elles ont des conséquences sur les productions. On est avec Florian, vous êtes producteur de pruneaux d'Agen ici. Les prunes, c'est clairement votre fonds de commerce. Expliquez-nous ces fortes chaleurs, quel impact elles ont sur votre production? Alors clairement, sur la production, le plus gros impact qu'il va y avoir, c'est au niveau de l'état physiologique des arbres, c'est-à-dire que on va avoir une perte précoce des feuilles et ça provoque aussi un léger retard au niveau de la maturité parce qu'il fait trop chaud et ça bloque la physiologie de l'arbre et du coup on a un fruit qui semble mûr, mais qui en fait n'est pas complètement mûr à l'intérieur. Comment ça se matérialise? Quelle couleur? Alors nous sommes normalement sur des couleurs beaucoup plus orangées quand on a un fruit qui est à un bon stade de maturité pour la récolte. Et là, nous sommes encore sur un stade qui est encore légèrement vert et qui veut dire que le stade optimal pour la récolte n'est pas encore atteint. Et vous, en tant que producteur, vous adaptez aussi vos horaires, on imagine? Oui, c'est ça. Oui. En fait, on a pris le parti d'essayer d'éviter les coups de chaud et les coups de chaleur. Et du coup, on récolte plutôt le soir, en fin de journée, à partir de 19-20 heures, pour éviter trop de chaleur. Et le matin, on essaie de commencer de bonne heure, autour de 6h30, 7h, pour être au frais et pour être plus tranquille, pour faire une bonne récolte. Merci beaucoup Florent, on vous souhaite bon courage en tout cas parce que ces fortes températures, elles vont continuer à rester ici, du moins dans le Lot-et-Garonne, parce qu'on rappelle qu'il y a encore 14 départements qui sont en alerte rouge canicule aujourd'hui. Pierre-Olivier Dantan, Nicolas de Roussy en direct du Lot-et-Garonne. On l'a vu, les cultures agricoles souffrent. Les corps aussi sont mis à rude épreuve face à ces fortes chaleurs, surtout pour les travailleurs. Oui, il faut parfois réorganiser ses horaires, faire des distributions d'eau fraîche, ventiler, opérer également des pauses supplémentaires. Alors comment les salariés s'adaptent justement à ces conditions face à cette canicule? Reportage de Yélis Kiralzi. 7 heures, le marché de Cagnes-sur-Mer s'installe avec déjà 27 degrés. Pour décharger, certains optent pour une tenue allégée, un short de bain pour ce primeur. Sous les parasols des étals, la semaine s'annonce difficile. Le thermomètre va dépasser les 40 degrés. En tant que commerçant, oui, ça c'est sûr qu'on préfère travailler un peu moins chaud. Pour d'autres, pas question de changer de tenue. Ce boulanger mise sur l'hydratation et les pauses fraîcheur. Pour avoir moins chaud, un petit ventilateur qui est pas si mal, une deuxième clim pour faire un peu d'air frais. Et puis après la clim au plafond, mais on n'arrive pas à faire le froid. Dans son laboratoire, la température dépasse facilement les 50 degrés, même la nuit, dès qu'il lance les cuissons. Celui-là, c'est le four à pizza. Celui-là, on le monte à 300, 350. Là, quand on ouvre comme ça, il y a toute la chaleur qui sort et il fait très chaud. Les appareils, c'est aussi le cauchemar de Jeannette. Le fer à repasser, la chaleur pas possible, et toute la vapeur va sur moi. Plus la source de chaleur qui est derrière. Dans son pressing, la température grimpe rapidement. Cette gérante a finalement adapté ses horaires. Je profite de travailler le matin de bonne heure et ensuite j'arrête toutes les sources de chaleur à partir de 13h.
En période de canicule, si la chaleur représente un danger pour le salarié, l'employeur est tenu d'adapter les tâches et les horaires de travail. De l'eau fraîche doit aussi être mise à disposition des salariés. Et avec nous, Kevin Fleury du service météo de BFM TV. Est-ce qu'on a, Kevin, déjà dépassé la barre des 40 degrés cet après-midi? Oui, en plein centre du département du Var, sur la commune du Luxe. C'est vrai que ce sont des températures très élevées, mais conformes aux prévisions de Météo France. Vous voyez voilà, les dernières valeurs qui s'affichent. 40 degrés également dans le département de l'Ardèche, qui fait partie des 14 territoires placés en vigilance rouge canicule. Et vous voyez voilà, cet enchaînement de 38, 39 degrés un petit peu partout. On a même atteint les 42 degrés par endroit en Ardèche. 42. Voilà, 42. Ah ouais. On prend cette mesure avec précaution parce que c'est une station dite secondaire, donc avec parfois des petits problèmes de fiabilité en raison, par exemple, d'un environnement qui a tendance à surchauffer une station. Mais ça donne quand même une indication sur l'importance de cette vague de chaleur qui nous concerne, notamment dans le sud-est de la France en ce moment. Et si on a voulu trouver un peu de fraîcheur, aujourd'hui, il a fallu monter très très haut en altitude. Oui, c'est vrai qu'on prend cet exemple et on l'avait déjà pris, rappelez-vous, fin juin, début juillet, avec ce que l'on appelle un ballon sonde, autrement dit une station météo embarquée, qui est envoyé dans l'atmosphère et qui permet de récolter des informations météo comme la température. Eh bien, hier, les confrères de Météo Suisse en ont envoyé un depuis leur territoire et il a fallu grimper à 5113 mètres d'altitude pour que le thermomètre affiche 0 degré, isotherme 0 degré. Donc on est au-delà en effet du Mont Blanc, 4806 mètres d'altitude. Et ça encore, ça donne une indication sur cette importante masse d'air qui est très importante au sol, dans nos vallées, et on le voit malheureusement en montagne. Mais alors cette période de canicule, Kevin, elle s'arrête quand? Alors après les orages, c'est vrai que demain on va avoir quelques orages, mais ça ne va pas mettre du tout fin à cet épisode de très forte chaleur. Il va falloir sans doute attendre, notamment pour les régions du sud, le début de semaine prochaine, voire le milieu de semaine prochaine, avec un changement de flux, un déblocage de ce régime bloqué, pour revenir sur ce point-là. Malheureusement, les conditions météorologiques resteront très difficiles d'ici là, avec des nuits chaudes et des après-midi extrêmes également. Merci beaucoup Kevin pour ces précisions qui concernent la France, mais une vague de chaleur qui touche également d'autres pays européens. C'est le cas de l'Europe, de l'Espagne, avec des températures qui pourraient dépasser les 43 degrés. Et on va retrouver tout de suite notre correspondant en Espagne, Mathieu de Taillac. Mathieu, plusieurs incendies font rage en Espagne en raison justement de ces fortes chaleurs. Oui, commençons par le plus proche d'où je me trouve et le plus récent, Tres Cantos. C'est la banlieue nord de Madrid. Un incendie s'y est déclaré hier à 19h45, donc dans la campagne environnante. Il a ensuite gagné les pavillons des quartiers est de la commune. Et après une nuit d'évacuation, de flammes, de peur et de combats acharnés des pompiers, l'incendie évolue favorablement aujourd'hui. Alors les autorités restent prudentes, mais le maire de la ville a enfin une bonne nouvelle à donner. Il a donné à la mi-journée. Les personnes évacuées vont pouvoir rentrer chez elles. Ce sera parfois pour constater les dégâts. Malheureusement, les images diffusées par la mairie montrent des voitures calcinées, des habitations aux murs noirs. Le maire parle tout de même d'une certaine normalité après avoir visité la zone. Ailleurs en Espagne, les incendies sont encore hors de contrôle en Galice, notamment, donc au nord-ouest du pays. 3000 hectares sont partis en fumée. Les pompiers militaires ont été envoyés. En Castille et Léon, plus de 3700 personnes ont été évacuées à cause de plusieurs feux, tandis qu'à l'extrémité sud du pays, près de Cadiz, 2000 résidents ont subi le même sort. Ce dernier incendie est d'origine criminelle, ont indiqué les autorités régionales. Rappelons que de 90 à 95% des incendies, de toute façon, sont d'origine humaine, que ce soit criminelle ou accidentelle la plupart du temps. Mais très clairement, les températures extrêmes dont vous parliez et la sécheresse transforment en grand feu ce qui pourrait, dans d'autres circonstances, être des incendies qui s'arrêteraient relativement vite. La végétation complètement sèche constitue en fait un parfait carburant pour ces feux, un danger contre lesquels les pompiers tentent aujourd'hui de lutter de toutes leurs forces. Merci beaucoup Mathieu de Taillac pour ces précisions pour ce qui se concerne l'Espagne. Dans l'actualité à présent internationale, il y a également ceci à 3 jours donc, de ce sommet décisif entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Volodymyr Zelensky, lui, met en garde ses alliés. La Russie ne s'apprête pas à mettre fin à la guerre. C'est ce qu'il a expliqué ce matin. Écoutez. Poutine ne se prépare certainement pas à un cessez-le-feu ou une fin de la guerre. Poutine veut présenter sa rencontre avec les États-Unis comme une victoire personnelle, puis à continuer d'agir exactement comme avant en exerçant la même pression sur l'Ukraine qu'auparavant. Jusqu'à présent, rien n'indique que les Russes aient reçu des signaux les invitant à se préparer à une fin de la guerre. Au contraire, ils déplacent leurs troupes et leurs forces de manière à lancer de nouvelles offensives.
Il prépare de nouvelles offensives, c'est ce que martèle le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Rebonjour Romain Mielcarek, vous êtes journaliste défense pour BFM TV. Pourquoi dit-il cela, le président ukrainien? Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer qu'il y a de nouvelles offensives russes? Une évidence qui est observable en réalité depuis la fin de l'année 2024 et encore plus depuis le début de l'année 2025, c'est que les Russes sont à l'offensive sur l'ensemble de la ligne de front, avec trois types de dynamiques assez différentes. On a dans le nord-est deux villes, Soumy et Kharkov, qui sont là visées par des troupes qui essayent en fait de repousser au maximum les Ukrainiens, avec l'objectif de s'assurer qu'il ne puisse plus y avoir des infiltrations ukrainiennes comme on en avait vu à l'été dernier dans la région de Koursk. Une zone plus au sud avec Kherson et Zaporijjia où là la ligne de front est à peu près stabilisée. Il y a régulièrement des bombardements, il y a régulièrement des petits accrochages, mais on observe peu de mouvements. Et puis surtout le principal front qui est le long du Donbass, donc autour de Donetsk, où là, il y a une vraie pression qui est exercée par la Russie. Côté ukrainien, moins d'approvisionnement en munitions, moins d'armes qui sont fournies par les États-Unis. Depuis que Donald Trump est à la présidence, il a suspendu les livraisons d'armes à l'Ukraine. Et à l'inverse, une Russie qui a réussi à vraiment relancer son industrie de l'armement et à produire massivement des munitions, des armes, des véhicules, des engins, et surtout qui a réussi à reprendre l'ascendant en termes de technologie dans les drones. Tout ça fait que sur ces territoires qui sont revendiqués par la Russie comme étant partie intégrante de la fédération, on a un oblast, une région de Lugansk qui est quasiment totalement contrôlée par les Russes. Et on a ces trois régions, ces trois oblasts qui sont aux trois quarts contrôlés par les Russes. À la vitesse à laquelle ils avancent aujourd'hui, on pourrait estimer que dans les 4 à 6 mois qui viennent, la Russie pourrait contrôler l'ensemble de ce territoire. Et alors Romain, où s'est déroulée très précisément cette percée russe ces dernières heures? Dans la région de Donetsk, on a ici un zoom sur cette partie-là qui nous intéresse depuis hier. On a deux villes qui sont menacées depuis quelques semaines. Konstantinivka et Pokrovsk, qui sont en fait deux bastions des forces armées ukrainiennes, où les Russes ont réussi progressivement à prendre une multitude de petits villages tout autour pour arriver progressivement à les encercler et à couper les axes logistiques, les axes de communication des forces armées ukrainiennes. Hier, on a observé, et ça a été confirmé par des sources russes et ukrainiennes, une avancée de groupes de sabotage et de reconnaissance. Donc, ils sont des petits groupes d'hommes, quelques hommes dans chaque groupe, qui vont essayer d'identifier les points faibles, les failles dans lesquelles ils peuvent avancer. On sait qu'ils ont avancé au moins jusqu'ici. La question derrière, c'est est-ce que les forces, le gros des forces derrière, vont être capables de progresser derrière, d'installer des troupes en nombre, des véhicules, des blindés, pour vraiment expurger les défenseurs ukrainiens et prendre le contrôle de ces zones-là. Tout ça, c'est important de l'avoir à l'esprit pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit se trouve Vladimir Poutine à l'approche des négociations de vendredi. Lui, ce qu'il observe depuis des mois maintenant, c'est que sur le terrain, ses forces progressent et qu'en face, les Ukrainiens ont perdu le soutien d'un de leurs principaux alliés, d'un de leurs principaux fournisseurs, les États-Unis. Et c'est évidemment un message qu'envoie Vladimir Poutine aux Occidentaux. Merci beaucoup, Romain. Et pour se projeter vers ce qui nous attend vendredi, cette rencontre donc Trump-Poutine, que se passerait-il si les deux hommes venaient à un accord de résolution de la guerre en Ukraine, mais que le président ukrainien, lui, n'était pas d'accord avec cet accord ou qu'il voulait même le remettre en cause? Je pense que c'est un petit peu le scénario rêvé par Vladimir Poutine, c'est-à-dire effectivement arriver à se mettre d'accord avec Donald Trump sur tout un tas de sujets, l'Ukraine, mais pas que. Et effectivement, ça placerait les Ukrainiens dans une espèce de dilemme insoluble qui serait soit refuser effectivement, par exemple, de céder l'ensemble du Donbass, même la partie qui est encore contrôlée par l'Ukraine. Et donc, je pense que la conséquence serait assez claire. Donald Trump est relativement limpide là-dessus. Il l'a déjà dit plusieurs fois. Si jamais ça débouche sur rien du tout, il sortira du jeu. Donc, sortir du jeu, ça veut dire, grosso modo, couper l'aide, toute aide militaire américaine à l'Ukraine. Alors, il y en a déjà beaucoup moins qu'avant, notamment en termes de matériel, mais il y a quand même une aide en renseignement qui existe toujours. Et donc, effectivement, il est très probable que Donald Trump couperait finalement abandonnerait l'Ukraine, en fait, donc arrêterait de fournir et le renseignement et le matériel. Ça poserait des vrais problèmes, notamment sur certains matériels que seuls les Américains peuvent fournir en quantité suffisante, notamment les défenses antiaériennes. Et ça mettrait probablement les Ukrainiens dans une espèce de situation impossible, où finalement ils essaieraient de se défendre. Et ça pose finalement aussi la question en creux du rôle de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, soit effectivement il faudrait qu'elle essaye de compenser tout ou partie de ce que ne fourniraient plus les États-Unis,
Et puis finalement, si les États-Unis reprennent langue et complètement une relation diplomatique complète et économique complète avec la Russie, ça posera aussi la question il est très probable que certains pays européens, la Slovaquie, la Hongrie et d'autres, diront finalement, si les Américains le font, pourquoi pas nous? Et donc on pourrait voir aussi finalement une espèce de dislocation du front uni de l'Europe dans sa posture vis-à-vis de la Russie. Et ce serait relativement catastrophique et pour les Européens et pour l'Ukraine. Romain, est-ce que c'est l'intérêt militaire de Vladimir Poutine de s'arrêter maintenant, de signer un cessez-le-feu? Militaire, non. Il est sur une dynamique, je le disais, qui est plutôt positive. Ce qu'il peut observer, c'est que ça avance. Moi, je suis convaincu que son objectif est de gagner un maximum de temps, probablement jusqu'à l'automne. C'est une période qui est propice à l'avancée militaire. Le terrain est sec, les journées sont longues, il y a de la lumière. Ça permet d'avancer pour les combattants. Là où, avec l'arrivée de l'automne, ça va devenir un peu plus impraticable sur le terrain. Et il pourra toujours revenir à l'automne, aller voir Donald Trump et dire « bon, ça y est, cette fois, je suis prêt à négocier ». Donald Trump l'a déjà dit, en fait. Cette discussion de vendredi, elle doit amener potentiellement à des discussions ultérieures où, cette fois, Volodymyr Zelensky serait invité. Vladimir Poutine peut très bien repousser encore un round, encore un round, encore un round. On le voit, la semaine dernière, Donald Trump disait « je mets un ultimatum, il va falloir faire quelque chose ». Puis là, on est revenu en arrière. De toute façon, Donald Trump a toujours été clair sur sa position. Il est favorable à la Russie, il est hostile à l'Ukraine. Il l'a dit pendant sa campagne. C'est plutôt une conviction dans son électorat le plus immédiat. Et il est toujours sur la même ligne. Il n'y a pas de raison qu'il ait changé là-dessus. Et il est dans cette logique-là. Il n'y a pas de surprise. Et Donald Trump va-t-il lâcher Volodymyr Zelensky? Il a encore une nouvelle fois affirmé hier qu'il y aura, je cite, un échange de territoire dans le cadre des discussions pour un cessez-le-feu. On prend la direction de Washington pour retrouver Antoine Nelard, notre correspondant. Avec Antoine, le président américain qui hier en conférence de presse s'est montré très agacé par les propos du président ukrainien. Oui, au sujet de ces fameux échanges de territoire. En fait, lorsque Trump utilise cette formule, c'est une façon polie de dire que l'Ukraine va devoir céder une partie de son territoire à la Russie. Dans la tête du président américain, ça ne fait aucun doute. Il va falloir redécouper l'Ukraine, redessiner les frontières. Or ça, on le sait, c'est une ligne rouge pour Volodymyr Zelensky. Et Trump s'en agace. Hier, il s'est dit contrarié par le refus de Kiev. Ce qu'on remarque également, c'est que le président américain semble de plus en plus perméable à la propagande russe. Il laisse un peu entendre à demi-mot que Zelensky est un obstacle à la paix. Il a même déclaré que le président ukrainien avait reçu l'autorisation de faire la guerre et de tuer plein de gens. Une sorte de renversement des rôles, comme si c'était l'Ukraine qui avait déclenché ce conflit. L'autre élément plutôt inquiétant pour les Ukrainiens, c'est que Donald Trump a clairement laissé entendre que Zelensky n'est pas le bienvenu en Alaska vendredi. En tout cas, s'il vient, il n'aura pas sa place à la table des discussions. Trump s'engage simplement à l'appeler après la réunion pour lui faire un compte-rendu détaillé. Par courtoisie, il sera le premier informé, dit Trump. Une formulation qui fait craindre que les présidents russes et américains se mettent d'accord sur le dos de l'Ukraine et que par la suite, Zelensky se retrouve mis devant le fait accompli. Trump, enfin, qui menace de se désengager de son rôle de médiateur si rien ne bouge. Et ça aussi, ce serait donner une sorte de victoire à Vladimir Poutine qui pourrait ainsi continuer la guerre et continuer à grappiller des territoires ukrainiens sur le champ de bataille. Volodymyr Zelensky n'est pas officiellement donc convié à ce sommet en Alaska vendredi. L'Europe, hors jeu des discussions, a tout de même essayé d'imposer ses lignes rouges. Aujourd'hui, ce sont 26 des 27 pays de l'UE qui ont signé une déclaration commune de soutien à l'Ukraine. Oui, les Ukrainiens doivent avoir la liberté de décider de leur avenir, dit ce communiqué commun. Edgar Becky, on vous retrouve au fort de Brégançon, là où se trouve Emmanuel Macron, puisque demain, plusieurs réunions vont se tenir entre les dirigeants européens, Volodymyr Zelensky, mais aussi Donald Trump. Oui, situation internationale oblige. Le président de la République suivra demain cette conférence en visioconférence depuis le fort de Brégançon où il se trouve juste derrière moi. Une réunion qui a deux objectifs. Le premier objectif de cette réunion, ça va être pour l'Europe, en fait, d'exister, d'essayer de faire entendre sa voix dans ces négociations pour la paix en Ukraine. Et puis le deuxième objectif pour les dirigeants européens, ça va être de se coordonner, d'adopter une position commune juste avant ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On le rappelle, les dirigeants européens devront observer cette rencontre à distance puisque l'Europe n'a pas été invitée à ce sommet. Demain, il y aura en tout 3 réunions en visioconférence. La première avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la deuxième avec le président américain Donald Trump et la troisième avec les pays membres de la coalition des volontaires, une coalition majoritairement composée de pays européens qui soutiennent l'effort de guerre en Ukraine.
Merci beaucoup Edgar Becquet en direct du fort de Brégançon avec William Gay pour BFM TV. Ulrich Bouna, il y a donc cette réunion demain des Européens qui vont ensuite s'entretenir un peu à part avec le président américain, le président ukrainien. Sur quoi ça peut déboucher? Comment est-ce que ça peut aider à parvenir peut-être à une autre issue que celle qu'on a tous en tête pour vendredi? L'objectif pour les Européens, ça va être effectivement de faire comprendre à Donald Trump que la seule chose finalement qu'il aurait mandat de négocier avec Vladimir Poutine au-delà des sujets bilatéraux, ce serait effectivement un cessez-le-feu inconditionnel en Ukraine, c'est-à-dire voilà, les Russes décident, enfin on impose finalement aux Russes d'arrêter les combats et donc les Ukrainiens feraient de même. Le problème de ça, c'est qu'effectivement donc c'est ce que les Européens vont pousser, il va y avoir sans doute beaucoup de pédagogie qui va être faite, mais au final Donald Trump va prendre cette décision tout seul et il la prendra probablement en cours de discussion vendredi avec Vladimir Poutine. Donc je pense que les Européens font tout ce qu'ils peuvent et font toutes les préparations qu'ils peuvent faire, mais au final, on est dans une situation où c'est Donald Trump lui-même tout seul qui va décider vendredi lorsqu'il sera en face de Vladimir Poutine. Et malheureusement, ça, les Européens ont très peu de prise là-dessus, mais finalement, les Européens et tous les autres. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci, tout de suite, c'est vos vacances. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et cette semaine encore, on vous prouve qu'il n'est pas nécessaire de faire des milliers de kilomètres pour trouver des paysages magnifiques en France. Les paysages spectaculaires existent aussi bien dans notre hexagone. Et c'est parti pour le Colorado avec François Pitrel et Louis Gagnepin qui nous emmènent au Far West et dans le sud de la France. Regardez. C'est un décor digne des meilleurs westerns. Les roches aux nuances rouges et oranges de ce paysage désertique ne sont pourtant pas situées en Amérique du Nord, mais bien en Provence. On aurait cru que des Indiens allaient sortir là de la montagne avec des cow-boys et tout. On n'a peut-être pas le bon chapeau là aujourd'hui. On est plus dans le bob et dans la casquette, mais un petit hi-ha. Les falaises de plusieurs dizaines de mètres de haut ont été façonnées par la main de l'homme. Pendant près de 100 ans, ici, on a exploité l'ocre, cette terre chargée en fer qui lui donne sa couleur. Mais contrairement aux idées reçues, l'ocre servait assez peu à la fabrication de peinture, mais plutôt à la production d'objets en caoutchouc. Les visiteurs qui viennent d'abord pour les paysages découvrent alors un site au passé industriel. C'est un musée à ciel ouvert. Il faut quand même se rendre compte que des gens sont morts de par l'exploitation de l'ocre, en particulier dans ces carrières. Donc il faut apporter un certain respect à ce site et en connaître aussi bien l'histoire que maintenant sa vocation uniquement paysagère. Catherine dirige le Colorado provençal depuis 5 ans. Les températures atteignent parfois les 45 degrés, alors son endroit favori, ce sont ces zones humides ombragées. Et là, on arrive de suite dans un petit vallon où on trouve une source. Et ça, c'est vraiment une des richesses aussi du Colorado, c'est d'avoir de manière aussi proche des zones désertiques et des zones humides. Pour visiter le site, mieux vaut venir le matin et ainsi éviter les fortes chaleurs. Mais il faut réserver son créneau. Il vous en coûtera 8 € et vous éviterez surtout 3 tonnes de CO2 par rapport à un voyage dans l'Ouest américain. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et dans un instant, dans l'après-info, nous reviendrons sur cette alerte canicule qui s'étend en France. 14 départements en alerte maximale, en alerte rouge canicule. Mais avant cela, la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Bonjour, 28 degrés 7 relevé cette nuit au plus frais ici sur la Côte d'Azur à Nice. C'est tout à fait exceptionnel. C'est d'ailleurs peut-être un nouveau record de température minimale. On aura la confirmation ce soir à 20h par les services de Météo France. Ce précédent record, il n'est pas très vieux. Il date d'août 2023 avec à l'époque 28 degrés 6. La Côte d'Azur sous le soleil comme un bon nombre de territoires, on le verra dans un instant. Alors le orange reste déployé à peu près partout, entre Bonifacio et Dunkerque pour la canicule évidemment. On a encore une vigilance rouge évidente entre le Bordelais et l'Aude, et puis sur ces 4 territoires qui ont été rajoutés très tôt ce matin à 6h, en vigilance rouge également canicule. Regardons l'état du ciel avec très peu de nuages, quelques développements orageux probables pour la suite de votre journée vers les Pyrénées, le Massif central
et les Alpes du Sud. Attention, des orages assez forts, ils peuvent s'accompagner de grêle. Et demain, le risque orageux, il existera encore, mais il sera plus à l'ouest et en plaine, vers le Bordelais, vers l'Anjou, avec les premières averses de pluie, donc les premiers craquements de tonnerre. On retrouvera d'ailleurs ce risque orageux sur une grande partie ouest de la France dans l'après-midi. Alors avec de temps en temps de très belles éclaircies, mais vous allez voir en effet ces nuages gonflés se développer dans le ciel et évoluer jusqu'à l'orage. Attention au risque de grêle, de fortes pluies et surtout au vent, paramètre vent à surveiller, localement rafale à 90 voire 100 km par heure. Dans une ambiance évidemment toujours très chaude. Alors voici l'évolution de la masse d'air. Il faut imaginer ici une grande cloche qui empêche l'air de circuler, les températures donc de baisser. La nuit prochaine, insupportable à Toulouse, 25 degrés de température minimale, 27-28 encore vers la Côte d'Azur. Et puis dans l'après-midi, 38, 39, 40 degrés jusqu'à Auxerre. De nouveau affiché également pour Lyon. Il fera 39 entre les deux à Dijon, à Clermont-Ferrand également. Très chaud, 38 degrés évidemment aussi pour le midi toulousain. Bon courage. La canicule donc se poursuit. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? Benfica, Nice, pour un exploit de dingue et continuer l'aventure en Ligue des Champions. Rendez-vous ce soir à 21h, en direct sur toutes les chaînes BFM locales et sur les chaînes YouTube et Twitch d'RMC Sport. Pour être franc, je suis totalement désorienté. Rendons-nous à l'évidence, Edouard, il n'y a que 5 modèles en 55 pouces. Quelle étrangeté. En même temps, ils sont tous très bien notés et ça évite de s'enquiquiner. Bérangère. Où est-elle? Vous prenez Racine, Edouard. Chez Electrodépôt, si nos sélections de produits sont réduites, c'est pour vous garantir la qualité à prix bas. C'est une dinguerie, Edouard. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Alors Alicia, comment fait-on pour perdre du poids? En théorie, c'est très simple. Il faut un déficit calorique pour créer un choc pondéral, à savoir consommer moins de calories qu'on en dépense. Ouais, mais en pratique? En pratique, il faut faire les courses, il faut cuisiner, peser les quantités. Et c'est là que Comme J'aime fait toute la différence. Effectivement. Fini la charge mentale, tout est clé en main. Et je peux vous dire que ça fonctionne, ça marche. J'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Alors commandez-les maintenant, les repas sont à partir de 3,92 €. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. C'est important le .fr. À la Matmut, nos conseillers vous proposent un bilan gratuit pour ajuster vos contrats selon vos besoins et votre budget, y compris à la baisse. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, élu marque de l'année 2025. Je garde la tête froide et me fixe des limites. Je suis majeur, je peux entrer en jeu. J'écoute mes proches quand ils m'alertent. Le sport dans la peau. Le pari dans l'appli. Paris en sport en ligne. Attention, la carte verte est devenue inutile. Les radars consultent désormais le fichier des véhicules assurés. Pour éviter l'amende pour absence d'assurance, souscrivez maintenant et votre voiture sera immédiatement inscrite au fichier. Jeune, résilié, sinistré, malucé, assurepeople.com sera toujours là pour vous. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. My Hero Academia, l'intégrale du manga culte en grand format inédit. À chaque numéro, plus de 200 pages de manga et de nombreux bonus. Le numéro 1, 1,50 € seulement. Interesting. Coincé dans un anglais d'enfant? Progresser en anglais avec des leçons basées sur la vie réelle. Pour protéger votre maison et votre famille, tapez directement Verisure.fr. Choisissez l'alarme et le service client de l'année 2025. Alors tapez dans la barre d'adresse, ici en haut, Verisure.fr pour commencer votre devis. Rendez-vous maintenant sur Verisure.fr.
Bientôt 17h sur BFM TV. Bienvenue dans l'après-info. À la une aujourd'hui, cette canicule qui touche 14 départements de l'Hexagone de manière extrême avec donc une vigilance rouge. 64 autres départements sont en vigilance orange et donc les 3/4 du pays qui souffrent de la chaleur aujourd'hui avec des records atteints de jour comme de nuit et nous serons dans les départements concernés auprès de nos envoyés spéciaux. L'armée russe ne s'apprête pas à mettre fin à la guerre. Cette nouvelle mise en garde de Volodymyr Zelensky à 3 jours de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. L'Europe, exclue du sommet vendredi, veut fixer ses lignes rouges. Une réunion de dirigeants européens est prévue demain avec Donald Trump et le président ukrainien. Jour férié, supprimé, doublement des franchises médicales. Les propositions de François Bayrou pour faire des économies sur son budget 2026 provoquent une véritable levée de boucliers. Syndicats, patronat, opposition, les mesures annoncées en plein été par le Premier ministre passent pour un passage en force, ce que réfute Matignon. Mais tout d'abord, cette suffocation pour les 3/4 de la France. Aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire avec cette canicule qui concerne les 3/4 du pays. 14 départements sont placés en vigilance rouge canicule par Météo France et ça concerne notamment le Rhône. Et on va retrouver tout de suite Angie Loata, notre envoyé spécial pour BFM TV en direct de Lyon. Angie, vous étiez avec des mineurs isolés qui vivent dans des tentes en plein soleil, des conditions évidemment très difficiles avec ces fortes chaleurs. Oui, exactement. C'est aussi une réalité à prendre en compte dans cette canicule lyonnaise. Il fait 39 degrés actuellement. On a passé une partie de l'après-midi, vous l'avez dit, avec des mineurs isolés. Imaginez donc ces toiles de tente qui s'alignent en plein soleil et des conditions extrêmement difficiles. Je vous propose d'écouter certains de ces mineurs isolés. On les a rencontrés tout à l'heure avec Caroline Bertolino. Il fait chaud, il pleut pendant la nuit. Bon, il y avait un peu de fraîcheur. C'est très très grave de rester ici sous la tente. Avec 42 degrés, c'est pas facile de vivre là. Surtout pendant la journée, c'est très très dur et sur les trottoirs. Donc même pour te reposer, tu ne pourras pas parce qu'il y a trop de soleil et puis les tentes sont trop chaudes. Donc c'est pas facile de rester sous la tente. Il faut sortir dehors et puis rester avec. Déjà s'il y a l'ombre. Voilà, ce camp a été installé au mois de janvier, fin janvier, avec 200-250 mineurs isolés qui, en plus, ont un état de santé déjà fragilisé par les derniers mois qu'ils ont vécu et notamment leur migration. La plupart de ces gens viennent d'Afrique subsaharienne et ont traversé la Méditerranée. Écoutez Sarah du collectif qui les soutient. C'est un jeune qui a été hospitalisé, il était resté sous la tente sous la canicule et on a dû faire venir les pompiers parce qu'il était dans un état très difficile. Donc il est resté hospitalisé 5 jours à cause d'un coup de chaud qui sont liés aux conditions dans lesquelles il vit ici. Voilà, pour l'instant, évidemment, le collectif a alerté sur la situation sanitaire, la difficulté avec ces fortes températures pour ces mineurs isolés. Ce qu'ils nous disent, c'est que pour l'heure, ils n'ont pas de réponse de la part des autorités. Angie Loata en direct de Lyon, merci avec Caroline Bertolino pour les images. Kevin Fleury, on va justement faire le tour de cet hexagone aujourd'hui avec ces températures écrasantes, de jour comme de nuit, qui concernent notamment pour les températures nocturnes élevées, la Côte d'Azur. Oui, la Côte d'Azur qui est placée en vigilance orange pour canicule. On a toujours, sinon, ces 14 autres territoires en vigilance rouge. Température qui est restée quasiment autour des 30 degrés tout au long de la nuit à Nice, qui pourrait battre un record du jamais vu aussi chaud la nuit très tôt le matin, 28,7 degrés relevé au plus frais entre guillemets tout à l'heure. Le précédent record, il n'est pas très vieux, 28,6 degrés, il fallait remonter à août 2023. Puis vous voyez que tout autour de la Méditerranée, entre Corse et continent, il a fait très chaud. Par exemple, Bastia, station ouverte en 1947, a vécu l'une de ses nuits les plus chaudes depuis le début de ces relevés météorologiques. Et quelles sont les régions les plus concernées aujourd'hui par ces fortes chaleurs? Les zones finalement où il y a le moins d'air. Là, on imagine cette grande cloche qui recouvre la France et qui empêche donc la situation d'évoluer. La situation est actuellement figée, sauf par endroits sur les bords de Manche ou encore ici sur le proche Atlantique. On voit qu'il y a davantage d'air, davantage de vent. C'est pour cette raison d'ailleurs que les températures baissent et baisseront encore demain à proximité de l'océan Atlantique. Mais sinon, ailleurs, dans l'intérieur des terres, c'est très chaud. On dépasse les 40 degrés sur plusieurs territoires. Ici, dans le sud, ça c'est les prévisions, mais avec les stations météo, on vérifie en ce moment ces données. Et demain, le plus chaud ici dans l'Est,
sur toute la façade est, avec des valeurs encore qui pourraient dépasser donc les 40 degrés. Alors si on veut se rafraîchir, il y a toujours les points d'eau, les lacs, les rivières. Il y a aussi la montagne, on y pense, mais c'est de plus en plus difficile. Oui, le Mont Blanc, 4806 mètres d'altitude. Et ces dernières 24 heures, une donnée nous est remontée depuis nos confrères de Météo Suisse qui ont envoyé, vous savez, c'est un ballon sonde qui est équipé de différents appareils de mesure météorologique, dont un thermomètre. Mais il a fallu laisser le thermomètre monter jusqu'à 5113 mètres d'altitude pour retrouver une température égale à 0 degré. Donc vous comprenez... Donc 300 mètres au-dessus du sommet du Mont Blanc. Exactement. Donc vous comprenez que le pic ici du Mont Blanc à 4806 mètres était dans une température positive également. Et en ce moment, de l'autre côté du pays, ce sont des images quasiment en direct. On a cet air chaud à plus de 2500 mètres d'altitude, ici, pic du midi. On a eu 20 degrés tout à l'heure à 14h. Et puis vous voyez la station météo, mais vous voyez aussi ces gros nuages. On en reparlera dans une demi-heure, mais attention, il y a des orages assez forts vers le sud de la France et notamment le Massif central. Viaduc de Millau, on a relevé il y a quelques instants une rafale à 85 km/h. On surveille ça de près. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Grimper en altitude ou aller se baigner, c'est vrai que certains sont allés se rafraîchir en bord de Marne. On va aller tout de suite retrouver à Chelles notre reporter Frédéric Fernandez. Sauf qu'attention, Frédéric, parce que ces baignades sont interdites. Oui, exactement. Il fait encore 33 degrés en cette fin d'après-midi. Et regardez, vous allez le voir sur ces images, eh bien, on voit un petit peu partout ici sur les bords de Marne des gens qui se baignent malgré une interdiction bien sûr qui est relayée par des panneaux tout au long de la Marne, puisque c'est ce que l'on voit en fait, c'est depuis le début d'après-midi. Et je me trouve justement avec un adjoint au sport de la mairie de Chelles. C'est vous, Philippe. Racontez-moi. C'est en fait chaque été une vraie course, on peut dire, derrière ces gens qui se baignent. Tout à fait. Et malgré le fait que depuis 2015, date à laquelle nous avions fait un arrêté municipal, parce qu'on s'était rendu compte que la traversée de Chelles est très complexe. La Marne est un fleuve qui est dangereux dans cette traversée, parce que de nombreux tourbillons, de nombreuses différences de débit que les gens ne connaissent pas. Et tous les ans, et bien évidemment, on a malheureusement des gens qui ne respectent pas cette réglementation et qui se trouvent aspirés par ces différents tourbillons, y compris avec des rochers, des différences de fond qui sont très importantes et qui aspirent les gens. Mais ça, ils ne se rendent pas compte. Et donc, tous les ans, on est obligé de lancer des campagnes de prévention. C'est des campagnes régulières sur cette passerelle qui est une superbe passerelle. Là aussi, il y a des panneaux qui montrent que tous les ans ou tous les 2 ans, malheureusement, on est obligé de constater qu'il y a des jeunes qui continuent de sauter de cette passerelle et qui arrivent bien évidemment sur des différences. En dessous, ce sont des rochers, ce sont des tourbillons, ils sont aspirés et malheureusement, on les retrouve 20 ou 30 mètres plus loin, noyés. Merci beaucoup donc pour votre intervention. Mais qui dit donc interdiction, eh bien sûr, il y a des sanctions. Je suis avec vous, Mickaël, vous êtes chef de la police municipale. Dites-moi, est-ce qu'il y a une tolérance en cette période de forte chaleur ou est-ce qu'en fait c'est sanction? Non, il n'y aura pas de tolérance. La ville de Chelles, on a un arrêté, on doit faire appliquer la réglementation. On procédera à la verbalisation de toutes les personnes qui se baignent dans la Marne. Rappelez-nous, c'est combien la verbalisation? C'est 135 €. Est-ce que vous avez quand même des difficultés quand vous arrivez sur ces plages? Ils sont nombreux, les gens sont aussi dans l'incompréhension parce qu'il fait très chaud, ils n'ont pas forcément d'endroit où se baigner en sécurité proche de chez eux. Comment ça se passe? C'est difficile? On dialogue beaucoup, on leur explique. On vient régulièrement quand il y a des périodes de forte chaleur pour faire appliquer la réglementation. On leur explique qu'il y a des noyades, que l'arrêté a été pris en ce sens pour interdire et pour éviter sauver des vies. Donc on procédera forcément à leur verbalisation. Merci beaucoup. Donc on l'a bien entendu, une verbalisation systématique lorsque les gens se baignent comme ici dans la Marne. Il faudra d'ailleurs rester extrêmement vigilant puisqu'il devrait faire encore très chaud ces prochains jours et sans doute on assistera à de nouvelles scènes comme celle-ci. Merci Frédéric Fernandez avec Ella Djelidi en direct de Chelles, donc en Seine-et-Marne. Avec, on le rappelle, il y a déjà eu des noyades dans la Marne. C'est donc interdit de s'y baigner formellement. La chaleur qui est l'un des facteurs redoutés également dans un contexte de feux de forêt très élevé. 29 départements de l'Hexagone sont concernés par une alerte rouge. Vous le voyez, un niveau très élevé aujourd'hui. Et c'est le cas de la Charente, à la fois vigilance orange canicule et feu de forêt, où le feu s'est déclaré hier et qui a détruit plus de 200 hectares. Ce feu est désormais fixé et maîtrisé. La SNCF avait alors coupé la circulation des trains sur la ligne de grande vitesse. Mesure reconduite aujourd'hui. Des conditions météo et climatiques qui occasionnent également des importants incendies chez nos voisins d'Espagne. Plusieurs dizaines de feux ont touché le pays, principalement dans le nord, forçant plusieurs milliers d'habitants à évacuer. Oui, le feu a violemment frappé les environs de Madrid, au centre du pays. Un mort est à déplorer. Agathe Albouy.
Des forêts jusqu'aux villes, le brasier avance au cœur de la nuit. Au milieu des habitations espagnoles, les flammes continuent de progresser sans s'arrêter. Dans ces rues de Tres Cantos, quartier situé à une vingtaine de kilomètres de Madrid, l'incendie meurtrier n'épargne aucune maison. Chaque jardin est en proie au feu. Les flammes hautes de plusieurs mètres ont délogé des centaines d'habitants. Jusqu'au petit matin, les pompiers sur place sont sur tous les fronts. Après une nuit de lutte acharnée, les secours ont réussi à contenir le feu en établissant un périmètre autour de l'incendie. Le feu est circonscrit et la lutte contre l'incendie a évolué favorablement au cours de la nuit. Mais du côté des plages de Tarifa en Andalousie, de nouveaux feux de forêt menacent les vacanciers. Hier, dans la même région, près de 2000 touristes ont été évacués en urgence, menacés par les flammes ravageant les montagnes voisines. Ces incendies s'ajoutent aux autres brasiers qui touchent l'Espagne depuis ce week-end. Du nord au sud, les feux de forêt se multiplient, attisés par des températures caniculaires et des rafales de vent. Selon l'agence météorologique locale, ce sévère épisode de chaleur devrait se poursuivre jusqu'à dimanche dans le pays. On parle de tout cela avec notre invité Gaël Musquet. Bonjour, spécialiste de la prévention et des risques naturels. Pour revenir sur ces incendies à répétition, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus tôt dans l'année, ils sont de plus en plus partout. Il y a la France, on l'a dit, il y a l'Espagne, il y a aussi le Portugal, la Turquie, le Kosovo. Il y a même eu l'Écosse qui a été frappée par un incendie ce week-end. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune forêt qui est à l'abri du réchauffement climatique et de ses conséquences. Oui, complètement. On a des épisodes de sécheresse qui touchent tous ces territoires. On a été à l'abri l'année dernière avec des gouttes froides qui nous ont permis d'avoir beaucoup d'eau l'été dernier. Le reste de l'Europe subissait ces vagues de chaleur et ces incendies. Donc, il faut à la fois, d'un côté, être très vigilant sur la consommation d'eau, la consommation d'eau potable, la consommation de la mer, l'usage que l'on va faire de l'eau en hiver, à toutes les saisons pratiquement, parce que malheureusement, l'hiver, l'automne ne sont plus forcément des saisons où on va avoir cette eau qui va tomber et permettre justement aux nappes phréatiques et aux végétaux d'avoir l'apport en eau dont ils ont besoin. Et ces végétaux, au printemps et à l'été, se transforment en de véritables combustibles. Et donc, on n'a plus de marge d'erreur. Donc, la moindre étincelle aujourd'hui provoque ces feux qui sont alimentés en général, en plus, on l'a vu sur... parfois des vents qui peuvent être violents et qui peuvent attiser, rajouter du carburant et provoquer une extension de ces incendies. Et la France, Gaël, a vécu un terrible incendie la semaine dernière, c'était dans l'Aude. Comment faut-il reboiser? Est-ce qu'il faut penser nos forêts différemment? Alors, on a une agence qui s'occupe de ça, l'ONF, et qui travaille énormément sur ces sujets. On a des massifs, on a des exemples par le passé. Ce sont des massifs qui mettent des années à se remettre de ces incendies. C'est des travaux sur des décennies parfois. Ces arbres mettent du temps à pousser. Donc il faut à la fois travailler sur les essences, donc des arbres qui vont résister à l'évolution des températures et du climat sur ces prochaines décennies, voire siècles. En même temps que ce ne soit pas trop allergène, donc qui ne provoque pas l'apparition de pollen pour des personnes qui ont des allergies, que ces essences ne soient pas trop inflammables et qu'en plus elles résistent à la tropicalisation des forêts. En fait, on observe l'apparition de nouveaux insectes. Alors, ça va des moustiques à des insectes xylophages ou des chenilles qui vont provoquer des maladies et des papillons, des champignons qui vont proliférer sur ces arbres et ils ne vont pas résister à cause de ces chaleurs qui remontent de plus en plus haut à certains parasites. Et donc, tous ces paramètres-là doivent être pris en compte. Et c'est pour ça que le GIEC, d'ailleurs, encourage les pays riches à aider les pays pauvres à reboiser des zones qui ont été parfois détruites pour de l'agriculture, du soja, de l'huile de palme, on en a parlé énormément. Mais planter ces arbres en zone tropicale, ça coûte parfois des centaines de fois moins cher que de les planter chez nous. Donc il faut avoir en tête qu'il faut mener ces combats de front, des deux côtés. Une réflexion globale. Exactement. Atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc là, les transports, premier poste. L'agriculteur, deuxième poste. Le bâtiment, troisième poste d'émissions. Et en même temps, créer ces puits de carbone chez nous, protéger nos forêts et transférer ces technologies, cette énergie bas carbone, transférer aussi nos savoir-faire et de la civiculture, culture des forêts, dans ces pays pauvres pour qu'ils puissent devenir nos assurances-vie réellement
et permettre de stocker le carbone que nous émettons en trop grande quantité. Pour revenir sur un point que vous avez abordé, le bâti, comment est-ce qu'il faut adapter aussi nos logements? On le voit, on a eu plusieurs personnes qui ont déclaré qu'ils étaient contents d'avoir la clim chez eux. Ok, c'est bien pour le moment, on se rafraîchit, mais on sait très bien qu'à terme, c'est pas vivable de multiplier les climatisations partout. Complètement, l'ADEME, le CEREMA, on fait des recommandations. On a la chance d'être un pays riche qui, depuis presque 100 ans, a créé des réseaux de chaleur urbaine. Donc là, c'est la capacité de produire du froid ou du chaud avec de l'énergie bas carbone massivement et de la distribuer dans des logements. On a des millions de Parisiens qui bénéficient aujourd'hui, et sur la Paris Petite Couronne, de ces centrales qui permettent de produire collectivement le froid ou le chaud. L'isolation de nos logements, évidemment, ça c'est un chantier qui va demander des moyens, mais ces moyens investis aujourd'hui, ce sont nos économies de demain. Mais ça veut dire qu'il faut construire différemment? Il faut construire différemment, il faut isoler, on ne peut pas pouvoir toujours construire ni détruire. Mais avec quels matériaux spécifiques, par exemple, pour essayer de lutter plus efficacement contre la chaleur? Alors, on a des matériaux biosourcés, par exemple le chanvre. On a des matériaux qui sont moins vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont vertueux et qui vont permettre d'isoler par l'extérieur ou l'intérieur les logements. Éviter que ces logements se transforment l'hiver en passoire thermique et l'été, comme le dit la Fondation Logement, pour le logement, des bouilloires thermiques. À court terme, on peut penser à des brumisateurs, à des ventilateurs, à des voiles, à des bâches, à des films thermiques sur les vitres. Ça va évidemment pas forcément toujours suffire. Et à moyen terme, végétaliser, un arbre arrivé à maturité, c'est 5 à 20 clim. On peut perdre 5 à 10 degrés. Un arbre, c'est 5 à 20 climatisations. Parce qu'ils absorbent, ils vont faire de l'ombre déjà. Donc ils vont absorber ce rayonnement solaire. Éviter que ce rayonnement tape sur des surfaces minéralisées. 2, ils vont transpirer. Un arbre à maturité, c'est 400 litres d'eau par jour qui évapotranspire. Donc cet arbre, quand il va transpirer, il va créer naturellement de la fraîcheur. Et donc, quand on va couvrir des parkings, quand on va couvrir des rues, quand on va, même en façade, sur ces plantes qui peuvent être aussi en façade, on pense aux arbres, mais ça peut être aussi des plantes sur ces bâtiments. Mais ça me rappelle une promesse d'Emmanuel Macron qui, en 2022, après ces incendies qui avaient ravagé la Gironde, avait dit il faut planter 1 milliard d'arbres en 10 ans. Oui, et pas forcément qu'en France. Ah oui. C'était aussi ça l'enjeu de la COP dernière, c'est arriver à planter ces arbres chez nous. Ça demande un budget colossal et il faut y consacrer un budget, mais il va falloir aussi consacrer ce budget sur des plantes, sur la capacité que l'on a aussi, je reviens sur cette assurance vie, ces arbres plantés au bon endroit, ce sont vraiment aujourd'hui nos assurances vie, l'assurance vie de nos enfants. Et c'est pas pour rien qu'ils sont souvent associés à cette agriculture, à cette sylviculture, au fait de planter ces arbres. C'est parce qu'en grandissant, ils vont voir aussi ces arbres apporter et résoudre certains, pas toujours totalement, mais apporter une partie de la solution des enjeux qui nous attendent. Parce qu'ils ont bien compris, comme vous l'avez dit, que finalement, on n'a plus beaucoup de marge. C'est bien de le rappeler. Merci Gaël Musquet pour ces précisions. On voulait revenir justement sur les conséquences aussi de ces fortes chaleurs avec ces orages. Tout à l'heure, Kevin nous les annonçait. À 17h, des orages parfois très forts ont évolué. Entre Aurillac, Rodez, Millau et Mende, vous voyez le viaduc de Millau ici sur ces images dans l'Aveyron. Et aussi plus localement, vers les Pyrénées, des orages attendus. On relève parfois des fortes précipitations, des rafales de vent également, autour de 85 km/h à Millau avant 17h. Voilà pour les suites, évidemment, de cette vague de chaleur qu'on va suivre tout au long de la semaine. Merci. On en vient à présent à cette autre actualité internationale à présent, avec 3 jours donc, qui nous séparent de cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, et donc cette discussion sur un possible cessez-le-feu en Ukraine. Et Volodymyr Zelensky est sceptique sur ce point. Il évoque plutôt, je le cite, de nouvelles offensives russes dans son pays, dans l'Est. Très précisément, on retrouve nos envoyés spéciaux en Ukraine, Nicolas Coidou et Théo Touchet. Oui, vous avez raison, Anthony. On parle beaucoup du front diplomatique, mais sur le front militaire, il y a du nouveau, notamment dans le Donbass. Et c'est quelque chose d'assez nouveau. On vous parle depuis maintenant plusieurs mois d'avancées tactiques très mineures de l'armée russe qui grignote le territoire dans le Donbass notamment. Regardez cette carte qui est projetée sur votre écran. Finalement, ce trait rouge avec ce qui pourrait ressembler à des oreilles de lapin un petit peu, c'est une avancée tactique réalisée par l'armée russe depuis maintenant 2 jours. Pourquoi c'est extrêmement important et très inquiétant pour les Ukrainiens?
ukrainiens, parce que vous pouvez le voir, qu'elle arrive pile au milieu de deux axes urbains extrêmement importants en Ukraine. Au sud, la ville de Pokrovsk et toute son agglomération, et au nord, la ville d'Olexandrivka, avec également Konstantinivka ou encore la ville de Kramatorsk. On ne parle pas de petits villages avec quelques centaines d'habitants, on parle de villes qui en avaient plusieurs dizaines de milliers avant la guerre et qui sont donc des nœuds logistiques extrêmement importants pour l'armée ukrainienne. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'en seulement quelques jours, l'armée russe perce? Évidemment, l'armée ukrainienne communique très peu là-dessus. Brouillard de guerre oblige. Mais selon les analystes militaires qui ont déjà pu regarder la situation de très près, il y a bien évidemment un manque d'hommes ukrainiens pour tenir la ligne de front et une stratégie russe qui est celle que je vais vous expliquer. L'idée, c'est d'envoyer des petits groupes de soldats, 4 ou 5 soldats, pour tester les lignes de défense. Et finalement, vous voyez que ça a marché puisqu'ils ont réussi à percer les lignes de défense ukrainiennes et désormais poursuivre leur avancée. Alors, est-ce qu'elle va rester dans le temps, cette avancée? Pour l'instant, l'Ukraine a envoyé de nouvelles brigades pour tenter de contenir cette avancée. Il faudra donc suivre ça d'extrêmement près. En tout cas, c'est une des nouvelles les plus importantes sur le front depuis plusieurs mois. Et elle est, encore une fois, au désavantage de l'Ukraine. Et toujours avec nous en plateau, Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe, et Romain Mielcarec, journaliste défense BFM TV. Romain, avec ces annonces, en tout cas ce qu'observent nos reporters sur place, donc de cette incursion, tentative d'incursion, comme on pourrait la qualifier, des Russes sur cette zone très précise, très stratégique. Alors, là où il faut faire très attention, c'est sur les conséquences que vont avoir ces incursions. Pour l'instant, ce qui est confirmé par les images qui circulent, c'est qu'on a des petits groupes, comme il l'a très bien expliqué, qui viennent tester les défenses ukrainiennes, qui cherchent des fragilités. C'est pas ça qui permet derrière d'occuper le terrain. Et ce sera d'autant plus compliqué quand les Russes vont commencer à approcher de villes beaucoup plus denses. Parce que là, il faudra déloger les Ukrainiens bâtiment après bâtiment. Il y a en plus un vrai enjeu de communication en ce moment à l'approche de ce sommet de vendredi, avec les Russes d'une part qui vont chercher à montrer que sur le terrain, ils dominent totalement et qu'ils enregistrent des avancées fulgurantes. Et les Ukrainiens qui, au contraire, vont devoir essayer de trouver un équilibre difficile à obtenir entre, d'une part, montrer qu'ils tiennent le terrain, qu'ils sont capables de poursuivre le combat, de résister, et d'autre part, de montrer que les Russes sont plus agressifs que jamais, et donc dénoncer cette volonté de Moscou de poursuivre la guerre, contrairement à ce qui est affiché dans le discours de Vladimir Poutine. Ulrich Bouna, le message presque en sous-texte de Volodymyr Zelensky quand il dit que la Russie ne s'apprête pas à mettre fin à la guerre, c'est attention, chers amis occidentaux, ne tombez pas dans le piège de Vladimir Poutine. Où se cache ce piège? Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, quand Volodymyr Zelensky dit il y a des nouvelles offensives russes en préparation, en fait, ce message s'adresse essentiellement à Donald Trump. C'est histoire de dire effectivement à Donald Trump, quand bien même Vladimir Poutine vendredi dirait moi je suis tout à fait prêt à faire la paix en traitant les causes profondes du conflit. Effectivement, Volodymyr Zelensky veut montrer qu'il y a un vrai décalage entre ce discours de façade et la réalité qui est que, pour le coup, les Russes continuent à avancer dans le Donbass et continuent à envoyer des drones sur les principales villes ukrainiennes. Romain, il y a aussi ces enjeux économiques pour l'Ukraine à cette rencontre qui aura lieu vendredi. Que Donald Trump a évoqué, alors de manière assez approximative, on ne sait pas pour l'instant de quoi il parle exactement, mais ce qu'il a dit dans sa conférence de presse hier, c'est qu'il allait faire en sorte que les Ukrainiens puissent récupérer des territoires qui sont économiquement importants. Alors, à quoi ça peut correspondre? Il y a deux gros enjeux économiques pour l'Ukraine qui seront cruciaux dans l'après-guerre. Il y a un enjeu qui est lié aux minerais et aux terres rares qui sont dans les sols, qui jusqu'ici étaient assez peu exploités. Donc plutôt à l'est de l'Ukraine, c'est ça? Alors une grosse moitié est du pays. On soupçonne qu'il y a des réserves qui sont très importantes. Jusqu'ici, elles ont été largement sous-exploitées. Et puis surtout, il va y avoir un enjeu pour y accéder qui va être de déminer, de dépolluer. Et ça va être très, très compliqué. Deuxième enjeu économique majeur, c'est la production agricole. L'Ukraine est un très gros producteur de céréales. Et si elle perd des territoires importants, elle perd aussi de la surface agricole importante. Et il y a encore aujourd'hui, à proximité immédiate du front, des champs immenses dans lesquels les agriculteurs ukrainiens continuent de produire. Et au-delà de ça, il y a deux enjeux plutôt en termes d'infrastructure. Il y a la centrale de Zaporijjia, centrale nucléaire la plus grosse d'Europe. Donc,
important pour les Ukrainiens de pouvoir garder cette source d'énergie pour alimenter le pays et donc l'économie du pays. Et puis, il y a la maîtrise du fleuve, en particulier pour pouvoir exporter les céréales. Les Ukrainiens auront besoin d'avoir la garantie de pouvoir utiliser ce fleuve comme voie logistique pour sortir les céréales et les exporter à travers la mer. Et pouvoir continuer d'approvisionner le reste du monde sans dépendre des réseaux ferroviaires et avoir besoin de passer par l'Europe. On est à 3 jours effectivement de ce sommet en Alaska historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky n'est pas invité, pas plus que les Européens qui ont publié une déclaration commune. 26 pays de l'Union européenne ont publié une déclaration commune il y a quelques heures. Les Ukrainiens doivent avoir la liberté de décider de leur avenir, dit ce communiqué. Ulrich Bouna, au-delà des déclarations d'intention, des phrases, des communiqués des Européens, est-ce qu'ils ont vraiment voix au chapitre ? Ils vont essayer en tous les cas demain de poser vraiment le cadre maximal de ce qu'ils attendent. Leur ligne rouge. Leur ligne rouge, voilà, exactement, vis-à-vis de Donald Trump. C'est-à-dire, grosso modo, Donald Trump peut faire ce qu'il veut, mais l'idée pour les Européens, ce serait que Donald Trump s'en tienne, grosso modo, à obtenir un cessez-le-feu de la part de Vladimir Poutine, et donc Volodymyr Zelensky, dans la foulée, accepterait aussi ce cessez-le-feu, et donc ensuite, on rentrerait dans un cadre de négociation. La vraie question et le vrai risque, et c'est ce que les Européens essaieront d'éviter en discutant avec Donald Trump demain, en faisant preuve de pédagogie, c'est qu'effectivement, vendredi, Donald Trump s'engage sur beaucoup plus que ça, et que donc, effectivement, ça crée une espèce de déséquilibre, bien évidemment, en défaveur de l'Ukraine, et qu'on se retrouve dans cette situation où finalement, peut-être Vladimir Poutine se mettra d'accord avec Donald Trump sur à peu près tout, grosso modo tous les principaux aspects d'un traité de paix, et que donc finalement les Ukrainiens seraient obligés de le refuser, et donc les Américains abandonneraient le sujet en coupant les ponts avec l'Ukraine. Mais les Américains, sans les Européens, ne pourront pas non plus essayer d'aboutir à un cessez-le-feu. Il aura quand même besoin des Européens, Donald Trump. Alors effectivement, d'ailleurs, dans son esprit, Donald Trump, il a toujours vu que ce seraient les Européens qui mettraient en place finalement les choses sur le terrain, les garanties de sécurité, etc. Et donc effectivement, ça donne a priori aux Européens quelques cartes à jouer, quelques moyens de pression sur Donald Trump en lui disant finalement, si tu veux aboutir à une véritable paix en Ukraine, il faut en passer par les Européens, donc il faut prendre en compte notre avis. Le problème, à mon avis, il est double, c'est que d'une part, peut-être que Donald Trump peut tout à fait abandonner le sujet en disant ça ne me concerne plus et c'est de la faute des Européens et des Ukrainiens. Et deuxième point, il faut que pour jouer cette carte-là, il faut que les Européens assument leur rôle de puissance géopolitique. Et ça, pour le coup, on voit bien que c'est quand même un petit peu compliqué à faire. Merci Ulrich Bouna, merci Romain Mielcarrec. On passe maintenant à l'actualité judiciaire en France avec ce très violent vol à l'arraché qui s'est déroulé dimanche dans le Haut-Rhin à Mulhouse. Maxime Cliérusa du service police-justice est avec nous. La victime était âgée de 82 ans. Oui, elle a été agressée ce dimanche, je vous l'avais dit, sur le parking de l'église Sainte-Marie à Mulhouse. La dame a déclaré que lorsqu'elle était sur ce parking, un agresseur à vélo est venu vers elle, a tenté de lui arracher son sac. Elle a alors résisté, tenu son sac fermement, et c'est à ce moment-là que son agresseur l'a tout simplement traîné au sol sur 2 mètres. Une agression qui lui a valu une fracture du bassin ainsi que 45 jours d'ITT. Les policiers sont intervenus quelque temps après pour constater cette agression, prendre les déclarations de cette victime. Et c'est à ce moment-là qu'une autre victime, âgée de 78 ans, s'est alors présentée d'elle-même aux forces de l'ordre en déclarant qu'elle avait été elle-même victime du même type d'agression. Une personne à vélo l'a agressée alors qu'elle se rendait à l'office religieux, lui a alors tiré son sac des mains. Elle n'a pas été blessée par le choc, son sac lui a été dérobé, mais elle est restée choquée de cette agression. Et une enquête a été ouverte, le suspect est toujours activement recherché. Merci beaucoup Maxime. Tout de suite, c'est la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous ? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Bonjour, 28,7 degrés relevé cette nuit au plus frais ici sur la Côte d'Azur à Nice. C'est tout à fait exceptionnel. C'est d'ailleurs peut-être un nouveau record de température minimale. On aura la confirmation ce soir à 20h par les services de Météo France. Ce précédent record, il n'est pas très vieux. Il date d'août 2023 avec à l'époque 28,6 degrés.
la Côte d'Azur sous le soleil comme un bon nombre de territoires, on le verra dans un instant. Alors le orange reste déployé à peu près partout, entre Bonifacio et Dunkerque pour la canicule évidemment. On a encore une vigilance rouge évidente entre le Bordelais et l'Aude, et puis sur ces 4 territoires qui ont été rajoutés très tôt ce matin à 6h en vigilance rouge également canicule. Regardons l'état du ciel avec très peu de nuages, quelques développements orageux probables pour la suite de votre journée vers les Pyrénées, le Massif central et les Alpes du Sud. Attention, des orages assez forts, ils peuvent s'accompagner de grêle. Et demain, le risque orageux, il existera encore, mais il sera plus à l'ouest et en plaine. Vers le Bordelais, vers l'Anjou, avec les premières averses de pluie, donc les premiers craquements de tonnerre. On retrouvera d'ailleurs ce risque orageux sur une grande partie ouest de la France dans l'après-midi. Alors avec de temps en temps de très belles éclaircies, mais vous allez voir en effet ces nuages gonflés se développer dans le ciel et évoluer jusqu'à l'orage. Attention au risque de grêle, de fortes pluies. Et surtout au vent, paramètre vent à surveiller, localement rafale à 90, voire 100 km/h, dans une ambiance évidemment toujours très chaude. Alors voici l'évolution de la masse d'air. Vous imaginez ici une grande cloche qui empêche l'air de circuler, les températures donc de baisser. La nuit prochaine, insupportable à Toulouse, 25 degrés de température minimale, 27-28 encore vers la Côte d'Azur, et puis dans l'après-midi, 38, 39, 40 degrés jusqu'à Auxerre. De nouveau affiché également pour Lyon, il fera 39 entre les deux à Dijon, à Clermont-Ferrand également. Très chaud, 38 degrés évidemment aussi pour le Midi toulousain. Bon courage, la canicule donc se poursuit. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? 17h30 sur BFM TV. Merci d'être avec nous. À la une, la France suffoque et la canicule s'intensifie. 14 départements sont en vigilance rouge. Les autorités appellent à la prudence. Les corps souffrent et les cultures agricoles aussi. Comment vivez-vous ces chaleurs exceptionnelles ? Nous serons à vos côtés dans cette édition. Pierre-Olivier Dantan nous attend dans le Lot-et-Garonne. La Russie prépare de nouvelles offensives. C'est l'avertissement de Volodymyr Zelensky à 3 jours maintenant du sommet entre Donald Trump et Poutine sur le sort de son pays. Les troupes russes qui ont opéré une importante percée dans la zone de Donetsk, région de l'Est de l'Ukraine que Moscou veut annexer. Le président ukrainien le martèle, il refuse tout compromis territorial. Dans l'actualité également, le gouvernement veut doubler le montant des franchises médicales. L'exécutif vise 2 milliards d'euros d'économies. Les prix des médicaments et des consultations vont augmenter. François Bayrou veut, je cite, responsabiliser les patients. Colère et indignation des syndicats et des associations. Une chaleur écrasante et des nuits étouffantes. La canicule s'étend. C'est presque 3/4 du pays qui est en alerte canicule. 14 départements sont en vigilance rouge. Ça concerne également le Lot-et-Garonne où on retrouve Pierre-Olivier Dantan. Vous êtes à Bogas avec un agriculteur, on l'a vu, mais qui est également éleveur bovin. Et en effet, il n'y a pas que les humains qui souffrent, les animaux également ont du mal à supporter ces chaleurs suffocantes. Absolument, car il fait toujours 37 degrés ici à l'ombre et forcément, ces fortes chaleurs, elles ont des conséquences sur la production de nos éleveurs. Florian, on vous retrouve cette fois-ci avec votre dizaine de vaches. Vous vendez de la viande en circuit court ici dans la région. Expliquez-nous comment déjà elles supportent ces fortes chaleurs. En fait, elles supportent plutôt bien la chaleur, même si on a l'impression comme ça qu'elles ont l'air de souffrir de la chaleur et des fortes températures. Mais la première chose qu'elles font, c'est boire. Elles augmentent la consommation d'eau. Le côté un peu négatif, c'est qu'elles mangent un peu moins de foin et du coup, on a plutôt un impact négatif sur la production animale, quelle qu'elle soit, quoi. Que ce soit en production laitière pour la mère qui a son veau, ou que ce soit pour l'engraissement, parce que la vache commence à puiser dans ses réserves, parce qu'elle mange moins. Et là, elles sont à l'abri, mais expliquez-nous un peu comment le bâtiment est conçu pour qu'elles puissent quand même avoir un peu d'air. Alors en fait, c'est un grand bâtiment. Il a été rénové et quand on a fait la rénovation, on a privilégié, entre guillemets, des grandes ouvertures pour pouvoir créer des courants d'air naturels pour que ça leur fasse comme un ventilateur naturel quand il y a des fortes chaleurs. Bon, il y a ces courants d'air, mais il faut quand même vous souhaiter un petit peu de pluie pour les prochains jours. Ça serait bien pour elles. C'est ça serait bien parce que ça permettrait déjà de redescendre en température et de pouvoir retrouver une activité normale pour la production animale.
Bon, en tout cas, vous le savez, Florian, malheureusement, la pluie, elle n'est pas du tout au programme puisqu'on attend 37-38 degrés de moyenne ici dans le Lot-et-Garonne pour au moins les 5 prochains jours. Pierre-Olivier Dantan, Nicolas de Roussy en direct du Lot-et-Garonne auprès des Français, auprès des agriculteurs, parce que les cultures agricoles, c'est vrai, souffrent, mais les corps aussi sont mis à rude épreuve face à ces fortes chaleurs, surtout pour les travailleurs. Oui, il faudrait organiser ses horaires, s'alimenter mieux, boire de l'eau, se ventiler et adapter aussi ses pauses. Comment les salariés s'adaptent justement à ces fortes chaleurs? Reportage de Yélis Kirazli. 7 heures, le marché de Cagnes-sur-Mer s'installe, avec déjà 27 degrés. Pour décharger, certains optent pour une tenue allégée, un short de bain pour ce primeur. Sous les parasols des étals, la semaine s'annonce difficile. Le thermomètre va dépasser les 40 degrés. En tant que commerçant, oui, ça c'est sûr qu'on préfère travailler un peu moins chaud. Pour d'autres, pas question de changer de tenue. Ce boulanger mise sur l'hydratation et les pauses fraîcheur. Pour avoir moins chaud, un petit ventilateur qui est pas si mal, une deuxième clim pour faire un peu d'air frais, et puis après la clim au plafond, mais on n'arrive pas à faire le froid. Dans son laboratoire, la température dépasse facilement les 50 degrés, même la nuit, dès qu'il lance les cuissons. Celui-là, c'est le four à pizza. Celui-là, on le monte à 300, 350. Là, quand on ouvre comme ça, il y a toute la chaleur qui sort. Et il fait très chaud. Les appareils, c'est aussi le cauchemar de Jeannette. Le fer à repasser, la chaleur pas possible, et toute la vapeur va sur moi. Plus la source de chaleur qui est derrière. Dans son pressing, la température grimpe rapidement. Cette gérante a finalement adapté ses horaires. Je profite de travailler le matin de bonne heure, et ensuite j'arrête tout. Toutes les sources de chaleur, à partir de 13h. En période de canicule, si la chaleur représente un danger pour le salarié, l'employeur est tenu d'adapter les tâches et les horaires de travail. De l'eau fraîche doit aussi être mise à disposition des salariés. Kevin Fleury du service météo est toujours avec nous. Bonjour Kevin. Bon, on en est où des températures là cet après-midi? On a, j'imagine, déjà franchi largement la barre des 40 degrés. Oui, et ça continue de grimper. Le département de l'Aude fait partie des territoires où il fait le plus chaud. On a réactualisé il y a quelques instants à peine les températures. Plus de 42 degrés dans le département de l'Aude. Relevé à Carcassonne, on dépasse les 41 degrés aussi en Ardèche. Les 40 degrés entre le Tarn, la Drôme, placée en vigilance rouge canicule, ou encore la Haute-Garonne, qui est concernée elle aussi par la vigilance rouge jusqu'à demain matin à 6h. Donc ça y est, là, on est clairement dans le dur, en ce milieu, même fin d'après-midi, à 17h35. Alors il a fallu monter très très haut en altitude pour trouver un petit peu d'air frais quand même. Oui, c'est vrai que tous les alpinistes qui profitent en ce moment des montagnes, en tout cas qui en ont profité hier à l'abri des orages, avant le retour des orages, ont dû sentir la douceur. En effet, cette infographie est parlante. Le Mont Blanc, 4806 mètres d'altitude côté France, et un ballon météo qui a dû grimper à 5113 mètres d'altitude pour relever avec ces différents outils, un isotherme à 0 degré, c'est-à-dire le moment où le thermomètre détecte 0 degré. C'est donc bien au-delà du Mont Blanc, et ça vous donne évidemment une indication de cette masse d'air chaud qui est présente au niveau du sol, dans nos vallées, mais également sur nos plus hauts sommets. Bon, alors ça se termine quand cette période de canicule? Début de semaine prochaine, pas avant, sur les régions du sud. Il va falloir en fait un changement de masse d'air, il va falloir une évolution, que le temps cesse de rester figé. Début de semaine prochaine, avec peut-être aussi une dégradation orageuse, une confrontation de masse d'air qui nécessitera donc la surveillance de ces orages. Des orages qui ont d'ailleurs débuté aujourd'hui sur plusieurs territoires. On parle de l'Espagne à présent avec ces conditions météo-climatiques qui occasionnent d'importants incendies, avec ces dizaines de feux qui ont touché le pays, principalement dans le nord, forçant des milliers d'habitants à évacuer. Le feu qui a également violemment frappé les environs de Madrid, au centre du pays, et qui ont fait un mort. On voit sur cette carte les incendies qui ont frappé le pays. Gaël Musquet, vous êtes avec nous pour parler justement de ces conditions très dégradées sur toute l'Europe finalement, parce que ce n'est pas le seul pays qui est concerné par ces conditions extrêmes. Oui, on passe d'extrême à l'autre. On se souvient de ces inondations l'année dernière qui ont fait des centaines de victimes. On passe à la fois d'un épisode pluvieux, orageux, extrêmement violent, à ces sécheresses aussi, elles, violentes, qui durent dans le temps et qui favorisent malheureusement à la fois une accumulation de combustible, ces arbres qui ne laissent aucune marge
à la fois au niveau de la végétation basse, donc les broussailles, les herbes, l'herbe qui a pu pousser après un épisode orageux, qui a cru assez vite, et derrière, ces sécheresses qui vont assécher cette broussaille, qui devient un véritable combustible, qui ensuite, avec cette réaction en chaîne, enflamme des végétaux plus hauts. Donc effectivement, un grand appel à la prudence et aussi à des mesures européennes pour aider les pays à la fois à lutter contre la sécheresse, lutter évidemment à avoir des moyens de prévention pour ces incendies et évidemment, malheureusement, quand ils se déclenchent, des moyens de lutte. Mais alors, quelles adaptations durables faut-il mettre en place pour affronter ces prochaines années, ces fortes chaleurs qui se répètent et se répètent encore? Alors la prévention, c'est le parent pauvre malheureusement de la gestion de crise et c'est souvent, et on le voit sur les réductions budgétaires actuelles en France et dans le monde, ce sont les budgets qui vont disparaître en premier. Ces budgets qui permettent de s'inscrire vraiment dans la transition écologique, c'est-à-dire atténuer nos gaz à effet de serre dans les transports, dans l'agriculture, dans le bâtiment. S'adapter, c'est à la fois courir ce marathon, d'atténuer nos gaz à effet de serre et aussi, à court et moyen terme, permettre à des collectivités de mettre en place des moyens, des réseaux de chaleur, par exemple, qui vont mutualiser la production de chaud, de froid, isoler les logements collectifs, l'habitat collectif et l'habitat individuel. On est en retard sur tous ces sujets? Alors, on est un pays riche qui est modèle parce qu'on a un parc électronucléaire performant, parce qu'on a énormément aussi progressé sur des grands programmes de rénovation, mais on est encore en retard par rapport à ce que l'on pourrait... Déjà, les enjeux, mais aussi ce que notre pays, compte tenu de sa richesse, devrait être en capacité de faire déjà sur son sol, mais aussi sa capacité à assurer aussi son assurance vie en aidant des pays pauvres qui peuvent aussi augmenter le rendement à la fois de ces puits de carbone qu'il faut créer, ces arbres qu'il faut planter chez nous, mais aussi ailleurs, dans des zones tropicales qui ne sont pas forcément tributaires d'alternance automne-hiver et printemps-été, où on perd des feuilles sur ces arbres qui sont vraiment les moteurs de la photosynthèse. Quand ces arbres en zone tropicale produisent cet oxygène et stockent le carbone tout au long de l'année, ces pays qui pourraient profiter de nos technologies sont aussi, et je le répète, nos assurances-vie et pas juste des épiphénomènes qu'il faut gérer comme ce qu'on fait en ce moment sur la canicule. Merci Gaël Musquet, évidemment, donc pour ces conseils de bon sens et cette prévention qu'il faut continuer d'inculquer sur les prochaines années. On en vient à présent à cette autre actualité internationale à 3 jours du sommet décisif qui se jouera en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, met en garde ses alliés. La Russie ne s'apprête pas à mettre fin à la guerre. Écoutez. Poutine ne se prépare certainement pas à un cessez-le-feu ou une fin de la guerre. Poutine veut présenter sa rencontre avec les États-Unis comme une victoire personnelle, puis à continuer d'agir exactement comme avant en exerçant la même pression sur l'Ukraine qu'auparavant. Jusqu'à présent, rien n'indique que les Russes aient reçu des signaux les invitant à se préparer à une fin de la guerre. Au contraire, ils déplacent leurs troupes et leurs forces de manière à lancer de nouvelles offensives. Et dans ce contexte, on voulait vous montrer cette image, celle d'un drapeau russe qui flotte sur le village de Yablonivka, voilà, dans l'oblast de Donetsk. On est donc à l'est de l'Ukraine. Un signe, vous le voyez, avec ce drapeau au sol, que les Russes poursuivent donc cette offensive en direction, on le disait, de Pokrovsk. Et on va se focaliser sur les cartes de l'Ukraine pour mieux comprendre cette actualité avec vous, Romain Mielkarek, journaliste défense BFM TV. Volodymyr Zelensky l'a dit, la Russie prépare de nouvelles offensives. On va le voir sur cette carte. Où se déroulent ces percées russes? Alors, le village dont on parle et les percées dont on parle le plus, elles se situent en gros le long de toute cette ligne de front ici, à l'ouest de l'oblast de Donetsk. Ces 4 régions, ces 4 oblasts qu'on voyait, ce sont les régions qui, pour la Russie aujourd'hui, sont russes. Et donc ce sont des territoires qui, pour Moscou, sont extrêmement importants. Cette partie-là, c'est celle où les combats sont les plus intenses, les plus violents depuis le début de l'année. On observe des prises de villages, comme on vient le voir, un petit peu partout sur l'ensemble de ce secteur. On a une avancée régulière des Russes, alors pas très rapide, ils avancent de quelques centaines de kilomètres carrés par jour, ce qui à l'échelle de la région n'est pas très important. Il faudrait encore 4 à 6 mois pour conquérir
l'ensemble de ces territoires s'ils arrivaient à maintenir ce rythme. Mais en réalité, ces petits villages, ce ne sont pas les terrains les plus difficiles à prendre. On l'a vu sur les images, ce sont quelques petites maisons déjà très abîmées par les tirs d'artillerie. Et donc les Ukrainiens, s'ils veulent économiser leurs ressources, à la fois les hommes qui sont peu nombreux et les matériels dont il manque, eh bien ils ont intérêt à reculer lorsque les Russes avancent. Alors, on a observé surtout une avancée qui est inquiétante hier ici. C'est la ligne bleue qui est là. Exactement, parce qu'elle risque d'encercler, de contribuer à l'encerclement de cette ville de Konstantinivka, je vais y arriver. Et on a l'autre ville ici, Pokrovsk, qui sont là deux cités un peu plus fortifiées, où les Ukrainiens peuvent beaucoup plus se retrancher et tenir le terrain. À moyen terme, ce qui inquiète beaucoup les Ukrainiens, c'est la présence d'une ville un peu plus au nord qui s'appelle Kramatorsk, qui là est vraiment une place forte importante. C'est un lieu où les troupes vont pouvoir aussi se reposer lors des relèves. Et c'est surtout une voie d'approvisionnement logistique extrêmement importante. Alors il faut faire attention avec ce type d'image. Il est évidemment stratégique pour les Russes de diffuser ces drapeaux brandis pour dire « nous avons conquis quelque chose ». On l'a vu, c'est quelques maisons, c'est quelques kilomètres carrés. Tout ça, c'est des avancées tactiques qui ont un effet sur le terrain, sur le champ de bataille, qui vont avoir un effet sur le moral des Ukrainiens. On n'est pas encore dans une bascule stratégique. Ce qui pourrait causer une bascule stratégique, c'est un effondrement de l'armée ukrainienne qui se mettrait à reculer massivement, y compris de villes comme Kramatorsk. Et c'est surtout si les Américains, par exemple, disent à partir de maintenant, on lève toutes les sanctions sur la Russie et on laisse la Russie relancer son commerce du pétrole à grande échelle. Et c'est évidemment un message qu'envoie Vladimir Poutine aux Occidentaux avec ces nouvelles offensives. Merci beaucoup Romain. Ulrich Bouna est également avec nous, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe, avec ce qu'on voit encore ces dernières incursions russes. Et donc ce mot d'ordre qui va être au centre des négociations de vendredi entre le président américain et russe de cesser le feu en Ukraine. On a du mal à en voir en fait le lien. En fait, le lien, il est relativement... Si on se place de la perspective russe, il est relativement évident. C'est-à-dire que finalement, Vladimir Poutine, grâce à ses avancées sur le terrain, peut se dire que si jamais, effectivement, on veut le contraindre à un cessez-le-feu, il va falloir que, finalement, on rajoute des choses en plus pour le satisfaire. Et donc, effectivement, c'est là aussi la raison pour laquelle je pense qu'il a déjà commencé un petit peu à préparer le terrain avec Donald Trump et que Donald Trump parle d'échanges territoriaux. C'est-à-dire que, finalement, il est possible il est même très probable que Vladimir Poutine arrive à la table des négociations en disant « Mon armée avance dans le Donbass, je vais le conquérir d'ici quelques semaines. Donc, c'est soit on fait un cessez-le-feu et vous me donnez déjà ces territoires que de toute façon je vais récupérer d'une façon ou d'une autre, soit je continue mon offensive. Donc, il va finalement essayer de se servir de ces avancées sur le terrain pour mettre la pression sur les Occidentaux. Donc là, c'est un peu une course contre la montre, en fait, de grignoter de plus en plus de territoires d'ici vendredi. Il y a une double, je dirais qu'il y a même une double, c'est pas double détente, c'est-à-dire que Vladimir Poutine sait très bien que tous les territoires qu'il va conquérir ne seront pas rendus. Donc ça, c'est un premier point. Donc tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et en plus de ça, il va pouvoir dire si vous voulez véritablement discuter avec moi et que je m'arrête, eh bien faites énormément de concessions. Sinon, je poursuis mon avancée jusqu'à Kiev s'il le faut. Et d'ailleurs, Donald Trump hier a affirmé une nouvelle fois qu'il y aura un échange de territoire dans le cadre des discussions pour un cessez-le-feu. Va-t-il lâcher Volodymyr Zelensky? C'est la question qu'on se pose. Oui, on va rejoindre Antoine Hollard, notre correspondant à Washington, aux États-Unis, avec le président américain, qui, on l'a entendu hier en conférence de presse, s'est montré particulièrement agacé par les propos du président ukrainien. Oui, exactement. En fait, il faut bien voir que quand Donald Trump parle d'échange de territoire, c'est une formulation un peu polie pour dire que l'Ukraine va devoir céder une partie de ses territoires à la Russie. Dans la tête de Donald Trump, ça ne fait aucun doute. Il va falloir redécouper l'Ukraine, retracer les frontières. Or ça, on le sait, c'est une ligne rouge pour Volodymyr Zelensky et Trump s'en est agacé hier. Il se dit contrarié par le refus de Kiev. On remarque aussi que le président américain semble à nouveau très perméable à la propagande russe. Entre les lignes, à demi-mot, il est en train de reprocher à Volodymyr Zelensky d'être un obstacle à la paix. Il a même déclaré que le président ukrainien a obtenu le feu vert de son parlement pour faire la guerre et tuer des gens. Une sorte de renversement de rôle, comme si c'était l'Ukraine qui était l'agresseur et qui avait déclenché le conflit. L'autre élément plutôt inquiétant pour les Ukrainiens, c'est le fait que Donald Trump a clairement laissé entendre que Zelensky n'était pas le bienvenu en Alaska. En tout cas, qu'il n'aurait pas sa place à la table des discussions. Trump s'engage à l'appeler après la réunion avec Poutine pour lui tenir informé de ce qui s'est dit. Une façon peut-être de dire que les présidents russes et américains vont se mettre d'accord sur le dos de l'Ukraine et que Volodymyr Zelensky par la suite sera mis devant le fait accompli.
Merci Antoine Hollard, en direct de Washington pour BFM TV. Alors le plan de table, il est simple, hein, il a été résumé par Antoine. En gros, Volodymyr Zelensky n'est pas convié, les Européens non plus, ils sont hors des discussions, mais quand même ils essayent de faire comprendre leur ligne rouge. Aujourd'hui, 26 des 27 pays de l'UE ont d'ailleurs signé une déclaration commune de soutien à l'Ukraine. Les Ukrainiens doivent avoir la liberté de décider de leur avenir, dit ce communiqué. On va tout de suite retrouver au fort de Brégançon Edgar Becquet. C'est là où se trouve Emmanuel Macron, le chef de l'État, parce que demain, Edgar, il y aura une série de réunions en visioconférence avec notamment des dirigeants européens, mais aussi 2 autres invités. Oui, plusieurs réunions vont avoir lieu demain en visioconférence. La première entre les dirigeants européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une deuxième réunion avec Donald Trump, notamment pour évoquer les revendications territoriales. Et une troisième réunion avec les pays membres de la coalition des volontaires, une coalition majoritairement composée de pays européens qui soutiennent l'effort de guerre ukrainien. Ces réunions, elles vont avoir plusieurs objectifs. Le premier objectif pour l'Europe, eh bien, ça va être d'essayer d'exister dans cette séquence, essayer de faire entendre sa voix dans ces négociations pour la paix en Ukraine. Et puis, il y a également un deuxième objectif pour les dirigeants européens. Ce sera de se coordonner, d'essayer d'obtenir une position commune, d'adopter une position commune à quelques jours de ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui aura lieu en Alaska. On le rappelle, l'Europe n'a pas été conviée à ce sommet et devra regarder à distance cette rencontre. Edgar Becquet, William Gay en direct du fort de Brégançon. Ulrich Bouna, est-ce que cette relance diplomatique européenne peut avoir un effet ou c'est un coup d'épée dans l'eau ? En tous les cas, elle est nécessaire de la part des Européens. Ils font un petit peu tout ce qu'ils peuvent pour essayer de préparer le terrain à la réunion de vendredi et essayer d'éviter que Donald Trump lâche trop de choses à Vladimir Poutine. Mais en revanche, effectivement, Donald Trump décidera lui-même tout seul de ce qu'il fera le jour J en face de Vladimir Poutine. Donc les Européens font leur maximum, mais finalement, c'est Donald Trump qui décidera en son âme et conscience vendredi. Merci à vous tous de nous avoir éclairés sur cette actualité. On parle à présent de cette information BFM TV, du nombre de cambriolages qui a significativement baissé en un an. Rien que sur la première moitié de l'année, de janvier à juillet, ce sont 117 047 logements qui ont été cambriolés sur l'ensemble du territoire. Oui, et c'est une baisse de 5,7% par rapport à la même période l'an dernier. Agathe Alboui, Boris Karlamov. Une maison vide. Pas de traces d'effraction, pas de mouvement à l'intérieur de la maison. Et des patrouilleurs pour veiller en l'absence des propriétaires. Du portail jusqu'au fond du jardin, les policiers prêtent attention aux moindres détails anormaux. Dans ce quartier d'une commune de l'Isère, une soixantaine de maisons sont surveillées toute l'année et particulièrement en période de vacances pour lutter contre les cambriolages, en nette baisse au niveau national par rapport à l'année dernière. Depuis janvier 2025, un peu plus de 117 000 logements ont été cambriolés sur l'ensemble du territoire français, soit 7 000 effractions de moins qu'en 2024 sur la même période. Alors si vous aussi, vous souhaitez bénéficier de ces patrouilles lorsque vous n'êtes pas là, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur le site internet Ma Sécurité et de vous inscrire entre 1 mois et demi à l'avance et 3 jours et nous prévenir de votre absence de 3 jours à 3 mois, ce qui nous sensibilisera et nous invitera à orienter nos patrouilles sur le terrain. La baisse du nombre de cambriolages est encore plus significative sur le seul mois de juillet 2025. Moins 9,4% d'effractions par rapport à l'été dernier. Attention tout de même, pour prévenir les intrusions, veillez à ne pas trop exposer votre absence pendant les vacances. Éviter de tomber dans le piège que tout le monde connaissait à une époque lorsqu'on avait sur le répondeur téléphonique l'annonce de « je pars de telle date à telle date, vous pourrez me retrouver ensuite ». Dorénavant, vous l'avez sur les réseaux sociaux. Vous avez des personnes qui mettent en direct leurs vacances. C'est une très bonne chose. Sauf que ça permet à toute personne qui connaît un tant soit peu le numérique de voir que vous êtes absent de votre domicile. Selon une étude menée par la compagnie d'assurance Léocard, en 2024, les départements les plus touchés par les effractions étaient les Bouches-du-Rhône, l'Isère et la Gironde. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'après-midi info. Merci également de m'avoir accompagné, Anthony. On se retrouve demain. Mais tout de suite, on vous laisse dans les mains d'Alain Marchal pour BFM Story, qui reviendra notamment sur cette vague caniculaire avec donc ces 14 départements placés en vigilance rouge canicule. Bonne soirée.